Ce que l'on observe depuis quelques années, c'est une uniformisation du paysage médiatique. Euh, alors évidemment, sans doute que formellement, les médias sont indépendants dans la mesure où ils ne sont pas financés par l'État et en principe, ils sont sous les libres de pression en théorie. Mais en pratique, il me semble qu'on est assez loin de cela. Il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire il y a quelques jours, un journaliste du service public en France m'a dit, à propos de mon livre Opération Z, il m'a dit qu'il avait lu mon livre et qu'il en soutenait à peu près tous les passages. Il m'a dit, c'est un livre remarquable. Et il m'a dit, par ailleurs, il m'a dit, mais vous savez, ici, si je disais une phrase de ce livre, on me mettrait à la porte. Et le lendemain, comme par un hasard extraordinaire, le lendemain, j'avais un contact avec un journaliste d'un grand quotidien français, un grand et vieux quotidien français, qui m'a dit que il était en train de quitter sa rédaction parce que on lui a dit à peu près clairement qu'on ne pouvait pas mettre toutes les vérités dans le journal parce que ça donnerait l'impression qu'on soutient Poutine. Donc, ça veut dire que si théoriquement les lois autorisent ou donnent une grande liberté à la presse et à la pensée, le fait est qu'on n'a pas de grande liberté. Dans la réalité, on n'a pas cette liberté est factice. Sous le principe d'ailleurs qu'on a évoqué tout à l'heure en parlant de l'extrême droite, que ceux qui sont contre la démocratie n'ont pas droit à la démocratie, ce qui est une manière un peu curieuse d'envisager la démocratie à mon sens. Euh, eh bien, selon ce principe-là, ceux qui ne sont pas d'accord avec les idées du mainstream, eh bien, sont tout simplement éjectés du système. Et quand on voit les positions des différents médias sur, par exemple, la guerre en Ukraine, mais on aurait pu prendre d'autres, le terrorisme, ça peut être bien d'autres domaines qui concernent l'ensemble de la société, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une homogénéisation du discours, que pratiquement vous ne pouvez pas vous écarter de ce discours, sans quoi, eh bien, vous êtes tout simplement exclu du système, considéré ou qualifié de conspirationniste, je ne sais pas quoi, et qui est une manière finalement de pratiquer la Alors Jacques Beau, on a censure. parlé un peu des médias par petites touches et j'étais plongé hier dans votre livre. D'ailleurs, je recommande vraiment sa lecture. Hein. Jacques Beau, Opération Z chez Max Milo. Lisez-le, vraiment, c'est passionnant. Vous dites, nos médias participent à une entreprise criminelle dont le seul objet est de rendre impossible une solution diplomatique. Donc là, on est bien au-delà de la propagande. On est presque finalement à un rôle politique des médias qui pousse nos chers dirigeants finalement à aller en contresens et peut-être faire basculer une partie de l'opinion aussi dans cette russophobie que vous évoquez. Une entreprise criminelle, c'est fort quand même hein, comme verbe. Oui, je pense que c'est tout à fait justifié. Je pense Mm. même qu'on est en deçà de ça. D'ailleurs, nos médias n'ont jamais protesté contre le massacre d'Ukrainiens par l'Ukraine Mm. entre 2014 et 2022, puisque je vous rappelle que les citoyens du Donbass étaient des citoyens ukrainiens. Qu'aujourd'hui, nos médias ne s'intéressent pas plus, d'ailleurs, au sort des soldats ukrainiens qui meurent. Jamais, on a toujours l'impression que eux ne meurent jamais, il y a que les Russes qui meurent. Donc, hardi petit, allez vous battre, les Ukrainiens ne meurent pas. Or, c'est pas vrai. Les politiques que l'on fait sont des politiques qui conduisent des gens à la mort de manière inutile. Je rappelle que si la France et l'Allemagne avaient rempli le rôle qu'elles s'étaient elles-mêmes attribué dans le cadre des accords de Minsk, il n'y aurait probablement pas eu ce conflit. Donc il y a
clairement une déficience au niveau de la politique européenne. Mais en plus de ça, personne ne dit rien lorsque, vous savez, les files de gens qui allaient voter pour ces référendums étaient bombardés par l'artillerie ukrainienne, et il a fallu d'ailleurs décentraliser quelques centres de vote pour éviter qu'on fasse des rassemblements de population trop importants, de façon à éviter qu'elles soient touchées par l'artillerie ukrainienne. Aucun média occidental n'a parlé des tirs des Ukrainiens contre les votants de la région du sud, dans la région de Kherson, Zaporozhye et Donetsk. Donc, on est dans des médias qui favorisent l'idée d'ailleurs que les Ukrainiens sont des Untermenschen, des gens dont on n'a pas besoin de s'occuper parce que c'est des sous-hommes en réalité, n'est-ce pas? C'est exactement comme ça qu'on a traité les morts dans la région du Donbass entre 2014 et 2022. Et par ailleurs, la vie des populations civiles bombardées avec d'ailleurs des munitions de l'OTAN, y compris les munitions françaises qui ont été tirées sur les populations civiles, tout ça ne dérange absolument personne. Or, moi je pense que la situation étant ce qu'elle est, quelle que soit la manière dont on peut juger les raisons ou la pertinence de l'offensive russe en février, on est dans une situation aujourd'hui où il faut revenir à la raison, arrêter de pousser les gens à aller se battre, essayer de trouver des solutions négociées. Je vous rappelle qu'au mois de mars, ce sont les Occidentaux qui ont empêché Zelensky, pas seulement empêché Zelensky, qui ont forcé Zelensky à retirer l'offre qu'il avait faite aux Russes de négocier. Et c'est Zelensky qui était d'accord pour revenir sur la table des négociations, je le rappelle à nos éditeurs, et donc ça a été bloqué. En effet, il a été freiné dans sa... Par les Occidentaux. Et ça, c'est des informations que je tire de Ukrainska Pravda, c'est d'ailleurs dans mon livre. Donc c'est bien les médias ukrainiens eux-mêmes qui ont noté que les Occidentaux étaient le principal obstacle à la paix. Alors Jacques Beau, une dernière question concernant, on voit cet acharnement en tout cas médiatique à vouloir absolument toujours plus de sanctions contre la Russie, toujours voilà, mais donc très enfermé finalement dans une vision des choses, sans prendre en compte aussi ce qui est en train de s'entraîner, c'est-à-dire dans quoi on est en train de nous-mêmes d'être emmenés, peut-être une guerre mondiale. Jacques Beau, pour vous, y a-t-il une issue à ce, et ce sera notre dernière question, y a-t-il une issue à cette course à l'échalote, on va dire? Pour moi, il n'y en aura pas tant que les Occidentaux n'ont pas compris que finalement, il y a un moment, il faut savoir voir la réalité en face et puis commencer à parler. C'est finalement le meilleur moyen d'éviter les conflits, c'est de parler. Moi, j'ai été sur des théâtres de guerre, j'ai été pour les Nations Unies envoyé pour la paix dans plusieurs zones du monde. J'ai vu les effets de la guerre, je sais ce que ça coûte, et contrairement à ces journalistes qui eux écrivent depuis des bureaux bien chauds de Paris qu'on est conspirationniste quand on parle de la paix, moi j'ai cette expérience du terrain. Et quel que soit ce qu'on peut penser de un ou de l'autre des acteurs, il y a un moment, il faut revenir à la raison. Il suffit pas depuis Paris de dire les Ukrainiens, ou comme l'a dit le sénateur américain Lindsey Graham, qui disait il faut envoyer des armes et les Ukrainiens se battront jusqu'au dernier, n'est-ce pas? En fait, c'est de la chair à canon, et nos médias, nos politiciens considèrent les Ukrainiens comme de la chair à canon pour satisfaire leurs propres ambitions politiques, et je pense que c'est tout aussi détestable que d'avoir déclenché une guerre, si tant est qu'on peut dire que les Russes l'ont fait, puisque, je vous le rappelle, ils n'ont fait qu'appliquer un principe des Nations Unies, c'était la responsabilité de protéger, the responsibility to protect, ou R2P, qui est un concept des Nations Unies, alors que la population du Donbass était au début février, ou à la mi-février, pardon, sous le feu de l'artillerie ukrainienne.